Il soupçonnait son infirmière de nuit, la même femme qui passait ses jours comme sa femme de ménage silencieuse, était le trahissant. Pendant 3 semaines, il l'a regardée se faufiler dehors avec des sacs qu'elle n'a jamais apportés. Dans son monde, la trahison n'avait qu'un prix, la mort. Alexander Kensington avait 37 ans et contrôlait la moitié du monde souterrain de Chicago. Casino, port, blanchiment d'argent, immobilier, tout. Il y remarquait tout. Chaque nombre, chaque transaction, chaque scintillement de peur dans les yeux de quelqu'un, sauf la femme qui nettoyait ses sols tachés de sang chaque nuit. Son nom était Isabelle. Elle avait travaillé dans son manoir pendant 3 ans. Quand ses hommes revenaient blessés, elle les recousait sans un mot. Quand quelqu'un mourait dans son salon, elle frottait les sols jusqu'à ce qu'aucune trace ne reste. Elle se déplaçait à travers son empire comme un fantôme, silencieuse, fidèle, invisible. Mais Alexander n'a jamais posé de questions sur sa vie, ne s'est jamais demandé où elle allait après minuit, n'a jamais remarqué les ombres sous ses yeux ou la façon dont ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne regardait. Jusqu'à 3 semaines auparavant, Alexander a remarqué Isabelle quittant son manoir la nuit, portant 2 sacs lourds, des sacs qu'elle n'a pas apportés ce matin-là. Cela a continué d'arriver. Mardi, jeudi, lundi, même sac, même heure, même route, dans l'obscurité. Son esprit est devenu froid. Elle vole quelque chose. Ou pire, elle vend des informations. Il a fait des vérifications. Son coffre-fort, ses documents, son inventaire d'armes. Rien ne manquait. Mais ses sacs continuaient d'apparaître. Et dans son monde, les questions sans réponse étaient dangereuses. Que cache-t-elle? Alors, par une nuit de jeudi pluvieuse, Alexander a décidé de la suivre lui-même. Il a renvoyé ses gardes, a pris sa voiture, s'est garé plus loin dans le quartier et a attendu. Quand Isabelle est sortie, manteau serré contre la pluie, sac pesant sur ses épaules fines. La mâchoire d'Alexander s'est serrée, sa main reposant sur le pistolet sous sa veste. Ce soir, il connaîtrait la vérité. Et si elle l'avait trahi, ce soir serait son dernier. Mais ce qui l'attendait dans l'obscurité du Southside était quelque chose qu'aucune quantité de pouvoir n'aurait pu le préparer. Quelque chose qui briserait les murs qu'il avait passé 37 ans à construire. Quelque chose qui le forcerait à faire face à chaque péché qu'il avait jamais commis. Et tout a commencé avec une femme qui n'avait rien, donnant tout aux gens qui l'avaient détruit. Si cette histoire touche votre cœur, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Parce que la vérité qu'Alexander découvre changera tout. Isabelle n'a pas appelé de taxi. Elle a marché 2 pâtés de maison sous la pluie, les épaules courbées, les sacs tirant sa silhouette mince de son équilibre. Alexander a conduit lentement derrière elle, gardant juste assez de distance pour éviter d'être remarqué. Elle s'est arrêtée à l'abribus sur Hall H. Halsted Street, debout seule sous un toit déchiré. La pluie continuait de tomber. Elle n'avait pas de parapluie. Alexander s'est assis dans la voiture, regardant l'eau de pluie glisser sur son fragile manteau, et s'est demandé pourquoi une traîtresse choisirait de voyager d'une manière si misérable. Le bus est arrivé. Isabelle est montée et a disparu derrière les fenêtres embuées. Alexander a laissé sa voiture rouler après elle. Ligne de bus 17. Il connaissait cette ligne. Elle allait directement vers le sud, traversant des quartiers où même la police ne voulait pas entrer, des quartiers qui lui appartenaient. Le bus a tourné sur State Street et traversé une bande commerciale brillamment éclairée, puis a lentement sombré dans l'obscurité. Les lampadaires sont devenus rares. Les immeubles de grande hauteur ont cédé la place à des rangées d'appartements vieillissants, des fenêtres barricadées, des murs tachés de peinture écaillée. Alexander reconnaissait chaque rue, 51st Street, 55th Street, 63rd Street, le South Side. Il y a 15 ans, cet endroit était rempli de vie. Familles, enfants, épiceries de quartier, églises ouvertes tous les dimanches.
Puis Alexander est arrivé. Il a acheté un bâtiment à la fois, un pâté de maisons à la fois, une rue à la fois, non pas pour construire, mais pour détruire. Il avait besoin de terrains vides pour un nouveau port, pour des entrepôts, pour des opérations que personne n'était autorisé à questionner. Il a forcé des centaines de familles dans les rues. Ceux qui refusaient de partir étaient traités différemment. Un incendie ici, un accident là, quelques morts que personne n'a inquiété. Le South Side est devenu une zone morte et Alexander n'est jamais revenu avant ce soir. Le bus s'est arrêté à 63rd Street. Isabelle est descendue. Alexander s'est garé à un pâté de maison, a éteint les lumières et a regardé. Elle marchait plus vite maintenant, comme si elle connaissait chaque pas, chaque virage par cœur. Elle a tourné à gauche dans une ruelle sombre et a disparu derrière des murs de briques en ruine. Alexander est sorti de la voiture. La pluie s'était calmée, mais l'air était toujours humide, lourd de l'odeur de poubelle en décomposition et d'eau d'égout. Il a suivi ses pas silencieux, les instincts d'un prédateur affûté sur 20 ans dans l'obscurité. La ruelle l'a mené devant des piles de gravats, devant des voitures rouillées et abandonnées, devant une aire de jeu pour enfants avec des balançoires cassés et un toboggan couvert de graffiti. Il a reconnu l'endroit. C'était autrefois Lincoln Park du Southside. Il avait ordonné de le raser il y a 12 ans pour construire un parking pour un casino, mais le projet a été annulé et le parc est devenu un cimetière de rêves inachevé. Isabelle s'est arrêtée devant un vieil immeuble. L'église Sainte-Marie, mur fissuré, un clocher penché, des vitraux brisés il y a longtemps, mais il y avait une faible lueur provenant du sous-sol. Isabelle a frappé. 3 coups, une pause, 2 coups. La porte s'est ouverte, une lumière jaune se répandant dans la ruelle sombre. Une main l'a tirée à l'intérieur. La porte s'est fermée. Alexander se tenait dans l'ombre, son cœur battant lentement et régulièrement. Il ne savait pas ce qui l'attendait derrière cette porte. Mais il le découvrirait. Il s'est avancé, a posé sa main sur la porte en bois pourri et a poussé. L'escalier menant au sous-sol était étroit et sombre. Alexander est descendu une marche à la fois, le dos pressé contre le mur, sa main reposant toujours sur la poignée de son arme. Des voix murmuraient d'en bas, le tintement des bols et des cuillères, le son des enfants riant. Il s'est arrêté sur la dernière marche, s'est taché derrière le coin du mur et a regardé. Le sous-sol était plus grand qu'il ne s'y était attendu. Des ampoules nues pendant du plafond projetaient une faible lumière jaune sur une pièce bondée de gens. 15, peut-être 20. Ils étaient assis sur de vieilles chaises en plastique, sur des matelas déchirés, sur le sol en béton froid. Devant eux se trouvaient des bols de soupe fumants, des pains, des bouteilles d'eau. Et au centre de la pièce, debout derrière une longue table en bois, se trouvait Isabelle. Alexander ne l'a pas reconnue au début. L'Isabelle qu'il connaissait gardait toujours la tête baissée, toujours silencieuse, s'estompant toujours dans les ombres comme si elle n'existait pas. Mais la femme debout devant lui maintenant était différente. Elle souriait, un sourire chaleureux et doux, comme si ce sous-sol humide était le seul endroit au monde où elle était autorisée à être elle-même. Ses cheveux tombaient librement au lieu d'être soigneusement attachés comme au manoir. Elle portait un vieux pull usé et fin aux épaules, une louche à la main alors qu'elle versait de la soupe dans chaque bol. Elle appelait tout le monde par son nom. « Monsieur Harold, j'ai ajouté des pommes de terre supplémentaires pour vous aujourd'hui. Madame Miller, votre médicament est au coin de la table. N'oubliez pas de le prendre après avoir mangé. » Elle les connaissait. Chacun d'eux. Alexander est resté là, incapable de bouger. Ses yeux ont balayé la pièce et les visages ont commencé à s'enregistrer. L'homme assis dans le coin gauche, mal rasé, les yeux creux. Il mangeait sa soupe d'une main. L'autre était parti. Plus précisément, sa jambe gauche était partie aussi. La jambe de pantalon vide était soigneusement pliée sous le genou. George Patterson. Alexander se souvenait du nom.
Il y a 11 ans, George avait été l'un de ces hommes les plus fiables jusqu'à ce qu'un travail au dock échoue. 2 millions de dollars ont disparu. Alexander ne se souciait pas de savoir si George était innocent ou non. Il avait besoin d'un exemple pour les autres. Il a ordonné à ses hommes de prendre la jambe de George, non pas pour le tuer, mais pour rappeler à tout le monde ce que l'échec coûtait. George a été jeté dans la rue comme un chien. Alexander n'a plus jamais pensé à lui. Et maintenant, George était assis dans le sous-sol d'une église en ruine, mangeant de la soupe cuite par la propre femme de ménage d'Alexander. Isabelle s'est approchée de George et a placé un autre pain à côté de lui. « Monsieur George, comment va votre jambe aujourd'hui? J'ai apporté votre analgésique. » George l'a regardé, ses yeux vieillis brillants d'une chose qu'Alexander ne pouvait nommer. « Merci, ma chère. Vous êtes le seul ange qui reste dans cet enfer. » Alexander a dégluti difficilement. Il a tourné son regard vers le côté droit de la pièce. Une jeune femme était assise là, tenant 2 enfants dans ses bras. L'aîné avait environ 7 ans, une fille aux cheveux blonds attachée en queue de cheval. Le plus jeune avait environ 5 ans, un garçon endormi contre l'épaule de sa mère. Laura Donovan. Alexander se souvenait d'elle, non pas parce qu'elle comptait, mais parce que son mari l'avait fait autrefois. Frank Donovan, l'un des comptables les plus vifs de son empire. Frank en savait trop, et quand Frank a commencé à avoir une conscience, et commencé à vouloir partir. Alexander l'a géré de la seule façon qu'il connaissait. Frank a disparu une nuit d'hiver il y a 3 ans. Personne n'a jamais été retrouvé. Laura a été expulsée de l'appartement qu'Alexander fournissait aux employés. Elle a perdu son emploi, sa maison, son mari, et Alexander n'a plus jamais pensé à elle. Mais maintenant, Laura était assise ici, ses 2 enfants minces dans ses bras, ses yeux creux par manque de sommeil, mais s'illuminant toujours d'espoir alors qu'Isabelle s'approchait. « Mademoiselle Bell, avez-vous des biscuits aujourd'hui? » a demandé la petite fille. « Emma, n'est-ce pas? » Isabelle s'est agenouillée et a sorti 2 biscuits emballés dans du papier aluminium de sa poche. « Ceux-ci sont juste pour Emma et Ryan. N'oubliez pas de partager avec votre frère. » La petite fille a pris les biscuits, ses yeux brillants comme si on lui avait donné le monde entier. « Merci, Mademoiselle Bell. Vous êtes la meilleure personne du monde. » Quelque chose s'est serré dans la gorge d'Alexander. Il a regardé autour de la pièce une fois de plus. Le vieil homme sans abri, la femme veuve, l'ancien exécuteur déchu, les veuves d'hommes qu'il avait tués, des enfants rendus orphelins par lui. Ils partageaient tous une chose. Ils étaient ses victimes. Et Isabelle, la femme qu'il soupçonnait de trahison, utilisait chaque dollar de ses modestes salaires pour maintenir en vie les gens qu'il avait écrasés juste sous son nez. Pendant 3 ans, les sacs n'avaient pas transporté de biens volés. Ils transportaient de la nourriture, des médicaments, des couvertures chaudes. Ils transportaient tout ce qu'elle avait. Elle donnait tout à ceux qui n'avaient plus rien. À ceux à qui il avait tout pris, Alexander se tenait dans l'ombre, sa main toujours sur le pistolet, mais ses doigts ne se serraient plus. Il était venu ici pour trouver une traîtresse. Il avait trouvé une sainte. Alexander a reculé avant que quiconque ne puisse le voir. Il a monté les escaliers, est apparu dans la ruelle et est resté là. La pluie a recommencé à tomber, légère mais froide, s'infiltrant lentement dans son manteau coûteux. Il ne savait pas combien de temps il était resté là. Cela aurait pu être 10 minutes, cela aurait pu être 1 heure. Il savait seulement que lorsque la porte du sous-sol s'est finalement ouverte et qu'Isabelle est montée, les sacs maintenant complètement vides. Il se tenait toujours au même endroit. Isabelle l'a vu immédiatement. Elle s'est arrêtée. La lumière du sous-sol a balayé son visage, puis a disparu lorsque la porte s'est refermée derrière elle. L'obscurité les a tous deux engloutis, mais elle n'a pas couru. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle est juste restée là, le regardant avec des yeux fatigués qui ne contenaient aucune peur. Alexander s'est approché. Seuls quelques mètres les séparaient maintenant. Il pouvait voir des gouttes de pluie accrochées à ses cils, pouvait voir ses épaules trembler légèrement à cause du froid,
pouvait voir une vieille contusion sur son poignet qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Combien de temps? Sa voix était basse et froide, comme s'il s'enquérait d'un rapport financier plutôt que de quelque chose qui avait brisé tout ce qu'il pensait savoir. Isabelle n'a pas hésité. 3 ans, depuis le jour où je suis entré dans votre maison. 3 ans. Pendant 3 ans, elle avait fait des allers-retours dans son empire, essuyant le sang de ses sols, recousant les blessures de ses hommes et utilisant chaque dollar de son salaire pour maintenir en vie les gens qu'il avait détruits juste devant lui. Pourquoi? Alexander ne savait pas pourquoi, a-t-il demandé. Dans son monde, les motifs n'avaient pas d'importance, seulement les actions et les conséquences. Mais il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre pourquoi une femme qui n'avait rien serait prête à tout donner à des étrangers. Isabelle est restée silencieuse un instant. La pluie est tombée plus fort, claquant contre les toits en tôle rouillée des bâtiments abandonnés autour d'eux. Puis elle a parlé, sa voix douce mais claire. Parce que je sais qui ils sont, je sais qui ils étaient avant que vous ne leur preniez tout. Elle a avancé d'un pas, ses yeux se fixant sur les siens. Monsieur George était mécanicien, élevant 3 enfants avant que vous ne le transformiez en exécuteur et ne le jetiez comme des ordures. Laura était institutrice. Elle avait une famille heureuse avant que vous ne tuiez son mari et ne la mettiez à la rue. Madame Miller était infirmière. Elle a sauvé des centaines de vies jusqu'à ce que son fils doive de l'argent à votre casino et qu'elle perde tout pour le racheter. Sa voix ne tremblait pas. Il n'y avait pas de larmes, seulement la vérité, nue et tranchante comme une lame. Ce ne sont pas des ordures, Monsieur Kensington. Ce sont des êtres humains, et vous les avez écrasés comme s'ils n'avaient jamais existé. Alexander resta immobile. La pluie coulait sur son visage, mais il ne l'essuya pas. Il avait entendu des milliers de supplications dans sa vie, des milliers de sanglots, des milliers de malédictions, mais personne ne lui avait jamais parlé ainsi sans peur, sans haine, seulement la vérité. Vous savez que je pourrais vous tuer en ce moment. Sa voix était basse. Je sais, a répondu Isabelle, sans ciller. Mais cela ne change pas la vérité. Vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas tuer ce que j'ai dit parce que vous savez que j'ai raison. Alexander n'a rien dit. Il s'est retourné et a marché vers la voiture, attendant dans l'ombre. Mais avant qu'il ne disparaisse sous la pluie, la voix d'Isabelle l'a suivi. Vous n'avez plus besoin de me suivre, Monsieur Kensington. Je serai toujours là chaque nuit tant que personne n'aura plus besoin de moi. Ou jusqu'à ce que vous décidiez que la gentillesse est un crime digne de mort. Alexander n'a pas fait demi-tour. Il est monté dans la voiture et fermé la porte et est resté assis dans l'obscurité. Pour la première fois en 37 ans, il ne savait pas quoi faire ensuite. Alexander n'est pas retourné au manoir cette nuit-là. Il a conduit sans but dans les rues vides de Chicago jusqu'au matin. Son esprit tournait avec des images qu'il ne pouvait pas effacer. George Patterson et la jambe manquante. Laura Donovan et ses 2 enfants maigres. La petite Emma avec ses yeux s'illuminant en recevant un biscuit. Et Isabelle. Isabelle avec un sourire qu'il n'avait jamais vu. Isabelle avec une voix qui ne tremblait pas lorsqu'elle se tenait devant un homme qui pouvait la tuer à tout moment. Au moment où il est revenu au manoir, le soleil était déjà haut. Il a convoqué Théo dans son bureau et a donné l'ordre d'une voix rauque après une nuit sans sommeil. Je veux tout savoir sur Isabelle Monroe. Tout depuis le jour de sa naissance jusqu'à ce moment précis. Ne manquez pas un seul détail. Théo l'a regardé longtemps. Après 20 ans en tant que bras droit d'Alexander, il avait tout vu, mais il n'avait jamais vu son employeur comme ça. Fatigué, oui. Mais pas seulement par manque de sommeil, il y avait autre chose. Quelque chose que Théo ne pouvait nommer. Oui, monsieur. 24 heures plus tard, Théo a posé un dossier épais sur le bureau d'Alexander. Il n'a rien dit et est resté simplement là à attendre. Alexander a ouvert le dossier. La première page était la photographie d'Isabelle prise 3 ans plus tôt quand elle avait postulé pour le poste. Un visage mince, des yeux creux, pourtant quelque chose de doux restait, pas complètement usé par la vie. En dessous se trouvaient ces informations de base. Isabelle Mary Miller,
le nom qu'elle avait utilisé pour postuler. 27 ans, né et élevé à Chicago. Père Robert Monroe, mère Catherine Monroe, jeune frère Samuel Monroe. Alexander s'est tourné vers les couches plus profondes de la vérification des antécédents où sa véritable identité avait été mise à jour. Son vrai nom, Isabel Monroe, Père Robert Monroe, c'est comptable. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Il n'avait pas besoin de lire chaque détail pour comprendre l'horreur qu'il avait orchestrée. Les noms dans le dossier, Robert, Catherine, Samuel, n'étaient pas seulement des enregistrements, mais les fantômes d'une famille qu'il avait méthodiquement effacée. Il avait écrasé leur vie sous le poids de son empire. Pourtant, la seule survivante de sa cruauté était la femme même qui se tenait maintenant dans sa maison, soignant les blessures de ses hommes et nettoyant ses sols tachés de sang. Ses mains tremblaient alors que le poids de ses péchés, longtemps oubliés, revenait finalement le réclamer. Et qu'elle était quand même entrée dans sa maison tous les jours, avait quand même essuyé le sang de ses sols, avait quand même recousu les blessures de ses hommes, l'avait quand même appelé monsieur d'une voix douce pendant 3 ans. Elle aurait pu l'empoisonner, aurait pu le poignarder dans son sommeil, aurait pu vendre des informations à ses ennemis. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a utilisé chaque dollar de ses modestes salaires pour maintenir en vie les gens qui l'avaient ruinée. Elle a choisi de sauver des vies au lieu de se venger. Pourquoi? Alexander a baissé les yeux sur ses mains. Des mains qui avaient signé des ordres pour tuer d'innombrables personnes. Des mains qui avaient bâti un empire sur les os d'innombrables familles. Des mains qui avaient écrasé la famille d'Isabelle sans hésitation. Pour la première fois en 37 ans, Alexander Kensington a senti ses mains devenir lourdes. Non pas avec une arme, non pas avec de l'argent, mais avec la culpabilité. 8 ans plus tôt, par une nuit d'octobre, Isabel Monroe, 19 ans, était assise près de la fenêtre, attendant que son père rentre à la maison. Il avait promis qu'il serait de retour tôt ce soir-là. Il avait dit qu'il avait quelque chose d'important à dire à la famille. Il avait dit que tout allait changer. Isabelle ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais elle avait remarqué le regard dans les yeux de son père les semaines précédentes. Quelque chose de lourd pesait sur lui. Quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Elle a attendu. L'horloge a sonné 8, puis 9, puis 10. Sa mère a commencé à s'inquiéter, arpentant le salon, ses doigts tordant l'ourlet de sa blouse. Samuel, 17 ans, était assis à la table à manger, faisant ses devoirs, jetant un coup d'œil à la porte de temps en temps, 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Son père n'est pas rentré à la maison. Son téléphone n'était pas joignable. Isabelle a appelé la compagnie où son père travaillait. Mais personne n'a répondu. Elle a appelé le poste de police, mais ils lui ont dit qu'elle devait attendre 48 heures avant de déposer un rapport de personnes disparues. Elle est restée assise près de la fenêtre jusqu'au lever du soleil. Son père n'est jamais revenu. Les jours qui ont suivi se sont estompés dans un cauchemar sans fin. La police a ouvert une enquête, mais raclement de gorge n'a rien trouvé. Pas de corps, pas de traces, pas d'indices. Robert Monroe est simplement disparu comme s'il n'avait jamais existé. Isabelle a vu sa mère s'effondrer un peu plus chaque jour. Catherine avait autrefois été une femme forte, toujours souriante, toujours chantant et cuisinant, toujours embrassant ses enfants avant de dormir. Après cette nuit-là, elle n'a plus jamais souri. Elle est restée assise pendant des heures à regarder par la fenêtre, attendant une silhouette qui n'apparaîtrait jamais. Elle a oublié de manger, a oublié de dormir, a oublié qu'elle avait encore 2 enfants qui avaient besoin d'elle. Isabelle a dû quitter l'école. Elle était en 2e année de soins infirmiers, avait rêvé de devenir infirmière depuis son enfance. Ce rêve a dû être mis de côté. Elle avait besoin de travailler, elle avait besoin d'argent pour le loyer, pour l'électricité, pour les médicaments de sa mère. Elle a servi à table le matin, lavé la vaisselle dans un restaurant l'après-midi et nettoyé des bureaux la nuit, 3 emplois, 18 heures par jour, et ce n'était toujours pas suffisant. Ils ont perdu leur appartement après 6 mois,
ont emménagé dans une chambre louée bon marché à la périphérie de la ville, puis ont perdu cette chambre aussi. Ont emménagé dans le sous-sol de la maison d'une connaissance, puis il n'y avait plus nulle part où rester. Ils ont vécu dans la vieille voiture de son père pendant 2 mois d'hiver. Samuel a commencé à changer. Le garçon qui avait autrefois été doux, travailleur, toujours en tête de sa classe, est devenu renfermé et distant. Il a abandonné l'école, a commencé à fréquenter de mauvaises personnes, a commencé à jouer pour gagner de l'argent rapidement. Isabelle a essayé de l'arrêter, mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il sauverait la famille. Il a dit qu'il découvrirait ce qui était arrivé à leur père. Il a dit qu'il se vengerait des gens qui l'avaient blessé. Au lieu de la vengeance, il s'est enfoncé plus profondément dans la boue. Il a perdu de l'argent, a beaucoup perdu, devait des gens à qui il n'aurait jamais dû devoir. Et une nuit, Isabelle a reçu un appel de l'hôpital. Elle s'y est précipitée et a trouvé son frère sur un brancard couvert de sang, les yeux fermés. Le médecin a dit que sa colonne vertébrale était cassée. Il ne marcherait plus jamais. Il ne pourrait plus jamais prendre soin de lui-même. Il serait confiné à un lit pour le reste de sa vie. Isabelle se tenait dans le couloir de l'hôpital, regardant son frère à travers la vitre, et ne pouvait pas pleurer. Elle avait déjà trop pleuré. Il ne restait plus de larmes. 6 mois plus tard, sa mère est décédée. Son cœur n'en pouvait plus. Elle est décédée dans son sommeil seule dans une chambre d'hôpital public parce qu'Isabelle travaillait de nuit et n'est pas arrivée à temps. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Elle a enterré sa mère avec de l'argent emprunté. Elle s'est tenue seule près de la tombe sans personne d'autre présente parce que le reste de la famille avait tourné le dos il y a longtemps. Et elle s'est demandé ce qu'il lui restait. Son père était parti, sa mère était partie, son frère gisait immobile. Elle avait 24 ans sans diplôme, sans argent, sans avenir, mais elle devait quand même vivre, parce que Samuel avait besoin de soins hospitaliers, parce qu'elle ne pouvait pas le laisser mourir une seconde fois. Isabelle a commencé à chercher du travail, n'importe quel travail, et puis elle a vu l'annonce. Le manoir Kensington avait besoin d'une femme de ménage qui pourrait aussi servir d'infirmière de nuit. Salaire élevé, logement et nourriture inclus. Aucun diplôme requis. Elle connaissait ce nom, Kensington. Elle avait entendu son père le mentionner. Elle avait vu la peur dans ses yeux chaque fois qu'il parlait de son travail. Elle n'avait pas de preuves, mais elle savait. Elle savait dans ses os que la famille à Kensington était liée à la disparition de son père. Elle savait qu'ils étaient des monstres, et elle a postulé quand même. Elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère, Miller, pour s'assurer qu'aucune ombre du passé de son père n'alerterait l'homme qui l'avait détruit. Pas pour se venger. Elle était trop épuisée pour penser à la vengeance. Elle avait juste besoin d'argent. Elle avait juste besoin que Samuel vive. Elle avait juste besoin de survivre aujourd'hui pour pouvoir faire face à demain. Quand Isabelle a franchi les grilles du manoir Kensington pour la première fois, elle a levé les yeux vers l'énorme bâtiment devant elle et s'est dit la vérité. C'était la tanière de l'ennemi. C'était l'endroit qui avait avalé son père. C'était là qu'elle devrait baisser la tête, servir et faire semblant de ne rien savoir. Elle a serré les mains, a marché dans l'obscurité et a tout enfoui. La douleur, la haine, le souvenir de son père. Elle l'a enfoui profondément à l'intérieur et l'a enfermé. Elle ne se vengerait pas. Elle ne les laisserait pas voir sa faiblesse. Elle vivrait. Amélie, elle utiliserait l'argent de l'ennemi pour faire la seule chose qui avait encore un sens. Aider des gens comme elle. Des gens écrasés par cet empire même. C'est ainsi qu'Isabelle Monroe est entrée dans la vie d'Alexander Kensington. Non pas comme une traîtresse, non pas comme une assassine, raclement de gorge, mais comme une survivante, rassemblant silencieusement les fragments qu'il avait laissés et d'essayant de les reconstituer en quelque chose qui pourrait encore s'appeler humanité. Alexander a fermé le dossier et est resté immobile dans l'obscurité pendant des heures. Il aurait pu la tuer tout de suite. Il n'aurait fallu qu'un ordre, un appel. Elle aurait disparu de la même manière que son père avait disparu 8 ans plus tôt.
Personne n'aurait posé de questions. Personne n'aurait su. C'est ainsi que son monde fonctionnait. Mais il ne l'a pas fait. Il ne comprenait pas pourquoi. C'était peut-être de la curiosité. C'était peut-être qu'il voulait comprendre ce qui pouvait pousser une femme qui avait tout perdu à cause de lui à choisir de ne pas chercher à se venger. C'était peut-être parce que pour la première fois en 37 ans, il avait rencontré quelqu'un dont il ne pouvait pas prédire le prochain mouvement. Dans les jours qui ont suivi, Alexander a commencé à observer Isabelle, non plus par les caméras de sécurité comme auparavant, mais avec ses propres yeux. Il se levait plus tôt que d'habitude, s'asseyait dans son bureau avec la porte légèrement ouverte et la regardait passer dans le couloir. Il la voyait nettoyer le salon à 5 heures du matin, quand tout le manoir dormait encore. Elle essuyait chaque tableau, chaque vase, chaque coin oublié. Personne d'autre ne se donnait la peine de remarquer. Elle travaillait dans silence. Pas de musique, pas de conversation, seulement le doux bruit de ses pas sur le parquet. Il la voyait préparer le petit déjeuner pour ses hommes, ceux qui se réveillaient avec les yeux injectés de sang et l'haleine lourde d'alcool. Elle ne bronchait pas, elle ne se plaignait pas, elle plaçait simplement les assiettes devant eux, versait le café, puis se retirait dans le coin de la cuisine comme si elle n'existait pas. Il la voyait bander les blessures d'un exécuteur qui avait été lacéré lors d'un combat territorial la nuit précédente. L'homme lui serrait la main trop fort à cause de la douleur, ses ongles lui brisant la peau, mais elle ne criait pas. Elle desserra doucement sa prise, continua à recoudre la blessure, et quand elle eut fini, elle le remercia d'avoir enduré. Elle remercia l'homme qui venait de la faire saigner. Alexander regardait de loin, incapable de comprendre. Dans son monde, tout avait un prix. La loyauté avait un prix. Le silence avait un prix. Même l'amour avait un prix. Personne ne donnait sans rien exiger en retour. Personne n'était gentil sans motif. C'était la règle. C'était la vérité qu'il avait apprise à 12 ans quand ses parents avaient été tués. Et il réalisa que personne ne se souciait vraiment de personne. Mais Isabelle ne demandait rien. Elle travaillait 16 heures par jour pour un salaire qui couvrait à peine les soins médicaux de son frère. Elle mangeait les restes après que tout le monde ait été repu. Elle portait les mêmes 3 tenues usées aux épaules effilochées. Et chaque nuit, elle portait des sacs lourds au sous-sol de l'église pour les donner à des gens encore plus mal lotis qu'elle. Elle donnait tout, et elle ne demandait rien en retour. Un après-midi, Alexander se tenait devant la porte de la cuisine et regardait Isabelle préparer le dîner. Elle faisait de la soupe, une soupe simple avec des pommes de terre et des carottes. Mais elle cuisinait avec soin, l'assaisonnant petit à petit, comme si c'était le repas le plus important du monde. Il a remarqué qu'elle divisait la soupe en 2 portions. Une grande portion allait au réfrigérateur pour ses hommes. Une plus petite portion, elle la versait dans de vieux récipients en plastique et la rangeait soigneusement dans son sac familier. Et sa part à elle, s'est-il demandé. Puis il a réalisé qu'elle n'en gardait aucune pour elle. Elle cuisinait pour les autres, puis se passait de nourriture. Elle donnait la dernière chose qu'elle avait et allait dormir le ventre vide. Cette nuit-là, Alexander était allongé dans son lit, fixant le plafond, incapable de dormir. Il avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie. Les avides qui voulaient son argent, les ambitieux qui voulaient son pouvoir, les peureux qui s'agenouillaient à ses pieds, les haineux qui voulaient sa mort. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Isabelle, quelqu'un qui ne voulait rien de lui, quelqu'un qui savait qu'il était un monstre, savait qu'il avait détruit sa famille et choisissait quand même de rester. Non pas par vengeance, mais pour sauver les gens qu'il avait blessés. Il ne la comprenait pas, et cela le troublait plus que toute menace qu'il avait jamais affrontée. Parce que pour la première fois, il avait rencontré quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient ni acheter, ni contrôler, ni détruire. La gentillesse, la vraie gentillesse, sans profit, sans condition, et il ne savait pas quoi en faire. Quelques jours plus tard, Alexander est allé trouver Dot dans la petite cuisine derrière le manoir. La femme de 68 ans était assise là, écoussant des haricots, ses mains ridées et bougeant avec le même rythme entraîné qu'elles avaient gardé pendant les 30 dernières années.
Elle était la seule personne dans le manoir qui osait le regarder droit dans les yeux sans trembler. C'était peut-être parce qu'elle était là depuis que son père était encore en vie. Peut-être parce qu'elle l'avait vu pleurer sur les corps de ses parents quand il n'avait que 12 ans. Peut-être parce que pour elle, il était encore le garçon orphelin d'autrefois. Alexander s'est assis sur la chaise en face d'elle et est resté silencieux un moment. Dot n'a rien demandé. Elle a continué à écosser des haricots, attendant. Elle savait. « Que savez-vous d'Isabelle » a-t-il finalement demandé. Dot l'a regardé, ses vieux yeux toujours vifs. Elle ne semblait pas surprise. Peut-être qu'elle s'attendait à cette question depuis longtemps. « Cette fille » a-t-elle dit lentement, posant le panier de haricots. « Je la connais depuis 3 ans maintenant, depuis le jour où elle est entrée dans cette maison. » Elle a fait une pause comme si elle choisissait ses mots avec soin. Elle ne finit jamais ses repas. Au début, je pensais qu'elle était difficile ou que la nourriture ne lui convenait pas. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle en gardait toujours la moitié, l'enveloppait et l'emportait quelque part. Je lui ai demandé une fois. Elle a juste souri et a dit que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Dot a secoué la tête. Quelque chose passait dans ses yeux qu'Alexander ne pouvait pas lire. Elle travaille 16 heures par jour, monsieur. Parfois 18. Elle arrive avant l'aube et part après que tout le monde soit endormi. Elle ne se plaint jamais, ne demande jamais de congé, ne demande jamais d'augmentation. Je n'ai jamais vu personne travailler comme ça sans raison. Alexander resta silencieux. Il connaissait la raison d'Isabelle. Elle avait besoin d'argent pour son frère. Elle avait besoin de continuer à vivre pour pouvoir continuer à aider les gens du sous-sol de l'église. Elle ne travaillait pas pour de l'argent pour elle-même. Elle travaillait pour que les autres puissent vivre. Il y a eu une fois, continua Dot, sa voix s'adoucissant. Je me suis coupé la main en coupant des légumes. C'était une coupure profonde, saignant beaucoup. Elle a accouru et l'a bandé aussi soigneusement que si j'étais sa propre famille. Elle m'a même fait une tasse de thé chaud, m'a fait asseoir et me reposer, puis a fini mon travail pour moi. Dot a regardé Alexander, son regard perçant. J'ai vécu dans cette maison pendant 30 ans, monsieur. J'ai vu toutes sortes de personnes passer. Des hommes qui tuent sans ciller, des hommes qui mentent aussi facilement que respirer, des hommes qui ne savent que baisser la tête et obéir. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle. Elle a fait une pause et pris une profonde inspiration. C'est la seule bonne personne qui a franchi cette porte en 30 ans. Vraiment bonne. Pas faire semblant, pas pour un gain. Elle est bonne parce que c'est ce qu'elle est. Peu importe ce que la vie lui a fait, Alexander ne parla pas. Il resta simplement assis là, regardant les mains calleuses de Dot continuer à écosser des haricots. « Vous savez, » ajouta Dot, sa voix baissant, « vous vous demandez quoi faire d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour attirer votre attention, mais il y a une chose que je veux dire. » Elle leva la tête et le regarda droit dans les yeux. « Ne la détruisez pas, monsieur. Ce monde lui a déjà trop pris. Ne laissez pas être vous, celui qui prend le peu qui lui reste. » Alexander se leva sans répondre. Il sortit de la cuisine, mais les mots de Dot résonnaient dans son esprit. La seule bonne personne, 30 ans, la seule, et il l'avait presque tuée pour quelques sacs. Cette nuit-là, Alexander ne put dormir. Les mots de Dot résonnaient dans son esprit comme une cloche qui refusait de s'arrêter de sonner. La seule bonne personne. Ne la détruisez pas. Ne laissez pas être vous celui qui prend le peu qui lui reste. Il se tourna et se retourna jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, puis prit une décision qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. Il irait voir Samuel Monroe. L'établissement de soins infirmiers était à la périphérie de Chicago, à environ 40 minutes du manoir. Alexander y alla seul, sans Théo, sans aucun garde du corps. Il ne voulait que personne ne sache rien de ce voyage. Il n'était même pas sûr de ce qu'il s'attendait à trouver. Peut-être avait-il juste besoin de le voir de ses propres yeux, de voir les conséquences de ce qu'il avait fait. Non pas à travers des mots sur du papier, mais en chair et en souffle. Sunny Hills Nursing Home.
Le nom sonnait cruellement ironique. Il n'y avait rien de joyeux dans cet endroit. Un bâtiment vieillissant avec de la peinture écaillée. Une parcelle d'herbe jaunie que personne n'entretenait. L'odeur piquante de désinfectant bon marché frappant son nez au moment où il entra. Alexander dit à la réceptionniste qu'il était un parent éloigné visitant Samuel Monroe. La jeune femme l'étudia avec suspicion un instant, son costume coûteux douloureusement déplacé dans ce monde gris, mais ensuite elle lui donna des indications. Chambre 217, deuxième étage, au bout du couloir à gauche. Le couloir était étroit et sombre, les lumières fluorescentes clignotant comme si elles étaient prêtes à mourir. Alexander passa devant des portes closes, entendant des toux sèches, des gémissements bas, le rythme régulier des machines respiratoires fuyant à travers les murs. C'est là que les gens venaient attendre la mort. C'est là que les oubliés finissaient leur jour. Et c'est là qu'Isabelle payait chaque mois pour que son frère puisse continuer d'exister. Chambre 217. Alexander s'est arrêté à la porte, a pris une lente inspiration, puis l'a poussée. La pièce était plus petite qu'il ne s'y attendait. Un lit simple, une petite table de chevet, une vieille chaise en plastique, une étroite fenêtre donnant sur le parking. Pas de fleurs, pas de cartes, aucun signe que quiconque, sauf Isabelle, n'avait jamais visité cet endroit. Samuel Monroe était allongé sur le lit, immobile comme un cadavre. 25 ans. Pourtant, il ressemblait à un vieil homme. Peau pâle, joues creuses, yeux scellés, un tube respiratoire dans son nez, une ligne intraveineuse dans son bras. Son corps était si mince qu'Alexander pouvait compter chaque côte sous la mince chemise d'hôpital. Alexander se tenait au pied du lit, regardant l'être humain. Son ordre était devenu ceci. Samuel avait autrefois été un garçon de 17 ans, avec tout un avenir devant lui. Il avait eu un père et une mère, une sœur qui l'aimait, des rêves et de l'espoir. Puis son père a disparu. Sa mère s'est effondrée. Il est tombé, essayant de sauver sa famille de la seule façon qu'un adolescent désespéré de 17 ans pouvait imaginer, et il a échoué. Et les hommes d'Alexander lui avaient donné une leçon écrite en os brisés et en sang. Alexander a jeté un coup d'œil à la table de chevet et a vu un petit cadre photo. Il l'a ramassé et quelque chose s'est serré douloureusement dans sa poitrine. C'était une photo de famille des Monroe, Robert, Catherine, Isabelle et Samuel. Ils se tenaient devant une maison modeste avec une clôture blanche, le soleil se déversant, tous les quatre souriants. Robert posait une main sur l'épaule de sa femme, la fierté brillant dans ses yeux. Catherine tenait ses enfants près d'elle, son sourire radieux, intouché par la souffrance. Isabelle, 15 ou 16 ans, les cheveux en queue de cheval, les yeux brillants, souriant comme si le monde lui appartenait. Et Samuel, 12 ou 13 ans, debout à côté de sa sœur, un bras levé comme s'il saluait l'avenir. Ils avaient été heureux. Ils avaient autrefois tout eu et il avait tout pris. Alexander regarda la photo, puis de nouveau le corps immobile sur le lit, et réalisa que sa main tremblait. Louis Alexander Kensington, l'homme qui avait ordonné des centaines de morts sans ciller, tremblait, non pas de peur, mais de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il reposa le corps et recula. Samuel ne pouvait pas l'entendre, ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas savoir que l'homme qui avait détruit sa vie se tenait là. Mais Alexander parla quand même. Sa voix était basse et rauque, comme s'il se parlait à lui-même plus qu'à Samuel. « Je ne savais pas qui vous étiez quand j'ai donné l'ordre. Ce n'étaient pas des excuses. Des excuses auraient été bien trop bon marché pour ce qu'il avait fait. C'était seulement la vérité. Une vérité brutale. Pour lui, Samuel n'avait été qu'un débiteur parmi des milliers, un nom sur une liste, un problème à gérer. Il n'avait pas pensé à la famille, à une sœur, à une mère attendant à la maison. Il n'avait pas pensé parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Dans son monde, les gens étaient des chiffres, et les chiffres ne ressentaient rien. Alexander est resté dans la petite pièce quelques minutes de plus, regardant la poitrine de Samuel se soulever et s'abaisser à travers le tube, observant le faible mouvement de la respiration,
regardant les yeux scellés dans un sommeil sans fin. Puis il s'est retourné et est parti. Il ne pouvait plus rester, non pas parce qu'il était occupé, mais parce que la pièce l'écrasait. Alors qu'Alexander rentrait au manoir, il n'a pas allumé la radio, n'a appelé personne, et resté assis en silence avec le bourdonnement régulier du moteur, ses mains tremblaient encore légèrement sur le volant. Et pour la première fois en 37 ans, il s'est demandé quand il était devenu un monstre, ou s'il en était né un, et ne l'avait réalisé qu'aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, Alexander a commencé à agir sans rien expliquer à personne. Il a appelé Theo dans son bureau et a donné une série d'ordres courts et précis. Augmenter le salaire d'Isabelle Monroe à 3 fois son montant actuel. Déposer sur un compte dont elle ne connaît pas la source. Transférer Samuel Monroe dans le meilleur établissement de soins infirmiers de Chicago, une chambre privée, les meilleurs médecins, toutes les dépenses couvertes par moi, et ne lui faites pas savoir qui paye. Theo l'a étudié un long moment, mais n'a pas posé une seule question. 20 ans de travail pour Alexander lui avait appris quand le silence était requis. Oui, monsieur, c'est tout ce qu'il a dit avant de quitter la pièce. Une semaine plus tard, Isabelle a reçu un avis de l'établissement de soins infirmiers l'informant que son frère avait été transféré dans un nouvel endroit. Elle a appelé pour poser des questions et on lui a dit qu'un bienfaiteur anonyme avait couvert toutes les dépenses pour les 5 prochaines années. Elle n'y a pas cru. Elle est allée au nouvel établissement et a vu Samuel allongé dans une chambre propre et spacieuse, une fenêtre donnant sur un jardin en fleurs. Infirmière de garde 24 heures sur 24. Machine moderne surveillant chaque respiration qu'il prenait. Elle est restée là longtemps, incapable de comprendre ce qui se passait. Alexander savait qu'elle était confuse parce qu'il l'avait fait suivre. Il l'a regardée se tenir au chevet de Samuel pendant des heures, tenant la main de son frère, pleurant sans bruit. Il l'a regardée demander à tous ceux qu'elle pouvait qui l'avaient aidée. Personne ne savait ou personne n'était autorisé à dire. Il avait également ordonné que son salaire soit augmenté, mais elle ne l'a pas remarqué tout de suite. Ce n'est qu'à la fin du mois, lorsqu'elle a vérifié son compte, qu'elle a vu la somme inhabituellement importante. Elle est allée à la comptabilité pour s'en enquérir, et on lui a dit que c'était une décision d'en haut et qu'elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Isabelle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi et elle n'osait pas demander. Une nuit, alors qu'elle nettoyait le couloir du 3e étage, Alexander est sorti de son bureau. Il est resté là, la regardant laver le sol sous les lumières tamisées. Elle a levé les yeux et s'est arrêtée, mais ne s'est pas levée. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» Sa voix était calme comme toujours, comme s'il n'était que son employeur, et qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Comme si la nuit pluvieuse à l'église n'était jamais arrivée. Alexander s'est approché et s'est arrêté à quelques mètres. Il a baissé les yeux sur ses mains calleuses, des mains qui avaient essuyé le sang de ses sols, recousu les blessures de ses hommes, cuisiné d'innombrables bols de soupe pour les gens qu'il avait détruits. « Je veux vous demander quelque chose, » a-t-il dit doucement. Isabelle s'est levée, a mis la serpillière de côté et a attendu. Elle n'a montré aucune peur. Elle ne l'avait jamais fait, même si elle savait qui il était et ce qu'il avait fait à sa famille. « Pourquoi ne me haïssez-vous pas ?» a demandé Alexander directement. Pas d'évasion, pas d'explication. Il avait besoin de savoir. Cette question l'avait hanté depuis la nuit où il avait lu son dossier. « Vous savez ce que j'ai fait » a-t-il poursuivi, sa voix se rougissant. « J'ai tué votre père. J'ai causé la mort de votre mère. J'ai transformé votre frère en cadavre vivant. J'ai détruit tout ce que vous aviez. Et pourtant, vous êtes toujours là, toujours à travailler pour moi, toujours à ne pas empoisonner ma nourriture ou à vendre des informations à mes ennemis. Pourquoi? » Isabelle est restée silencieuse un instant. Elle l'a regardé, les yeux profonds et illisibles. Puis elle a parlé, sa voix douce mais ferme. « Je vous ai haï chaque seconde de chaque minute pendant les 2 premières années. Je m'allongeais dans cette sale chambre louée, imaginant des centaines de façons de vous tuer.
Je rêvais de vous poignarder. Je vous imaginais mourant de douleur comme mon père est mort. La haine me rongeait de l'intérieur. Elle me brûlait chaque nuit. Alexander n'a rien dit. Il est juste resté là et a écouté. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Isabelle a continué. La haine ne sauve personne. Elle ne ramène pas mon père. Elle ne guérit pas ma mère. Elle n'aide pas Samuel à se relever. Elle ne fait que me transformer en la chose que je déteste le plus. Quelqu'un qui ne sait que détruire. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Je ne veux pas devenir vous, Monsieur Kensington. Les mots ont transpercé Alexander comme une lame. Elle n'essayait pas de l'insulter. Elle ne faisait que dire la vérité. Et la vérité faisait plus mal que n'importe quelle malédiction. Alors, j'ai choisi une autre voie, a continué Isabelle. J'ai choisi de sauver au lieu de détruire. J'ai choisi de donner au lieu de prendre. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir qui je deviendrai à l'avenir. Elle s'est penchée pour ramasser la serpillière comme si la conversation était terminée. Avez-vous fini de demander, monsieur? J'ai encore le couloir du 2e étage à nettoyer. Alexander n'a pas répondu. Il est juste resté là à la regarder s'éloigner, sa silhouette mince disparaissant dans les ombres. Et il a réalisé que sa réponse n'expliquait pas seulement pourquoi elle ne le haïssait pas. Cela le forçait à se demander pourquoi il avait choisi de devenir la chose que le monde entier craignait, au lieu de choisir de devenir autre chose. Mais l'obscurité ne laisse jamais la lumière en paix. Maxwell Harrington surveillait Alexander depuis longtemps, 42 ans, le chef de l'Est de Chicago, l'homme qui avait attendu 10 ans pour trouver la faiblesse d'Alexander Kensington, et enfin il l'avait trouvé. Les hommes de Maxwell ont découvert Isabelle 3 semaines plus tôt lorsqu'elle a quitté le manoir la nuit. Ils l'ont suivie jusqu'à l'église Sainte-Marie. Ils ont tout enregistré. Les gens qu'elle aidait, les sacs qu'elle portait, et surtout, ils ont réalisé qu'Alexander la surveillait aussi. L'homme le plus froid de Chicago se souciant d'une femme de ménage. C'était la faiblesse. C'était l'opportunité. Maxwell a agi une ouate où Isabelle a quitté l'église plus tard que d'habitude. Elle venait de sortir de l'allée quand 2 voitures noires l'ont bloquée devant et derrière. 4 hommes en noir sont sortis et l'ont encerclée en quelques secondes. Isabelle n'a pas eu le temps de courir. Elle a été attrapée par les cheveux et traînée dans la voiture au ralenti. Une capuche noire a été tirée sur sa tête, ses mains attachées derrière son dos, et la voiture a filé dans la nuit. Quand la capuche a été retirée, Isabelle s'est retrouvée assise à l'intérieur d'un entrepôt abandonné. Devant elle se tenait Maxwell Harrington, vêtu d'un costume noir, cheveux plaqués en arrière, un sourire tranchant comme une lame. Et à côté de lui, agenouillée sur le sol en béton froid, se trouvaient Laura Donovan et ses 2 enfants. Emma et Ryan avaient les mains liées, du ruban adhésif sur la bouche, les yeux inondés de larmes et de terreur. Laura tremblait, regardant Isabelle avec désespoir. Mademoiselle Bell, Laura sanglotait sans bruit. « Je suis désolé. Ils sont venus à l'église et ils nous ont pris. Je suis désolé. » Isabelle a senti le sang dans ses veines se glacer. Elle s'est forcée à rester calme et à regarder Maxwell. « Que voulez-vous? » Maxwell s'est approché, s'accroupissant à la hauteur de ses yeux. « Je veux Alexander Kensington, a-t-il dit doucement, comme s'il parlait du temps, et vous allez m'aider à l'avoir. Je suis juste une femme de ménage, a dit Isabelle. Je ne sais rien de ces affaires, Maxwell a ri, le son sec résonnant dans l'entrepôt vide. Ne jouez pas à des jeux avec moi, petite fille. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites chaque nuit. Et je sais qu'Alexander Kensington se soucie beaucoup de vous. Il s'est redressé et a fait signe à ses hommes. Un poing a frappé le visage d'Isabelle. Elle a frappé le sol, goûtant le sang. Emma a hurlé à travers le ruban adhésif, sa voix se brisant. Ryan a gémi. Laura a crié. Les suppliant d'arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. Un 2e coup de péno à l'estomac. Un 3e coup de peigne à ses côtes. Isabelle s'est recroquevillée sur le béton, essayant de se protéger,
mais elle ne pouvait pas lutter contre 4 hommes adultes. Ils l'ont battue jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de gémir. Maxwell a levé la main, leur faisant signe d'arrêter. Il s'est agenouillé à côté d'Isabelle, lui a attrapé les cheveux et lui a relevé la tête. « Vous allez espionner pour moi, lui a-t-il chuchoté à l'oreille. Vous me direz tout sur Alexander, son emploi du temps, ses faiblesses, ses plans. Si vous refusez, ses 2 enfants mourront. » Isabelle a regardé Emma et Ryan à travers des yeux gonflés. Les enfants tremblaient, les yeux rouges, trop effrayés pour comprendre ce qui se passait. C'étaient juste des enfants. Ils n'avaient pas leur place dans ce monde sanglant. « Non, » a chuchoté Isabelle, sa voix rauque, « je ne le ferai pas. » Maxwell a resserré sa prise sur ses cheveux. « Êtes-vous sûr? » a-t-il demandé. « Êtes-vous prête à laisser ces enfants mourir à cause de votre entêtement? » Isabelle a fermé les yeux. Elle a pensé à son père, sa mère, Samuel, toutes les personnes que ce monde avait prises. Puis elle a ouvert les yeux et a regardé droit Maxwell. « Vous les tuerez quoi que je fasse, » a-t-elle dit. « Les hommes comme vous ne tiennent pas leurs promesses. Je ne deviendrai une traîtresse pour personne. » Maxwell l'a étudié un long moment, puis s'est levé. Il a fait signe à ses hommes. Ils l'ont battue à nouveau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand Isabelle s'est réveillée, elle était allongée dans la ruelle sombre derrière l'église. Laura et les enfants s'étaient partis. À côté d'elle gisait une note froissée. « Dites à Alexander ce que je tiens. Il a 3 jours pour remettre le territoire occidental, où elle et les enfants mourront ensemble. » Isabelle gisait là, son corps brûlant de douleur, du sang s'échappant du coin de sa bouche, et réalisa que l'obscurité était venue pour elle à nouveau. Mais cette fois, elle ne voulait pas seulement l'engloutir. Elle voulait engloutir tous ceux qu'elle aimait. Isabelle ne savait pas combien de temps elle était restée allongée dans la ruelle. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Elle savait seulement que lorsqu'elle est revenue à elle, il faisait encore sombre et son corps lui faisait si mal qu'elle ne pouvait pas bouger. Chaque côte semblait brisée, chaque muscle semblait déchiré, du sang séché incrusté sur son visage, ses mains, ses vêtements minces, mais elle s'est quand même levée. Elle devait se lever. Laura et les enfants étaient détenus. Elle ne pouvait pas rester là et mourir. Elle s'est traînée hors de la ruelle, s'accrochant au mur pour rester debout. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle n'avait pas d'argent pour un hôpital. Et elle ne pouvait laisser personne savoir ce qui s'était passé. Si Alexander l'apprenait, il penserait qu'elle était impliquée avec Maxwell. Il la tuerait avant qu'elle ne puisse expliquer. Elle est rentrée au manoir avant l'aube, s'est glissée par la porte de derrière, s'est lavé le visage dans la petite salle de bain du personnel. Elle s'est regardée dans le miroir et a failli ne pas reconnaître qui la fixait. Yeux gonflés, lèvres fendues, joues contusionnées. Elle a utilisé de la poudre bon marché pour cacher les ecchymoses, a porté des manches longues pour couvrir les blessures sur ses bras, et est retournée au travail comme n'importe quel autre jour. Personne n'a remarqué, ou personne ne s'est suffisamment soucié de remarquer. Elle n'était qu'une femme de ménage. Elle avait toujours été invisible. Les jours qui ont suivi se sont traînés comme un cauchemar sans fin. Isabelle travaillait 16 heures par jour comme d'habitude, mais son corps s'effondrait de l'intérieur. Ses côtes étaient cassées. Chaque respiration ressemblait à un couteau qui s'enfonçait dans sa poitrine. Des blessures internes saignaient silencieusement, bien qu'elle ne le sache pas. Elle savait seulement qu'elle devenait plus faible, plus étourdie, plus essoufflée de jour en jour. Elle ne mangeait pas, non pas parce qu'elle choisissait de jeûner, mais parce qu'elle ne pouvait pas avaler. Chaque bouchée la rendait nauséeuse. Elle buvait de l'eau pour rester debout et continuait à travailler. Pendant 3 ans, elle avait vécu comme ça. 3 ans de journées de 16 heures, 3 ans de ne jamais manger assez, de ne jamais dormir assez. 3 ans portant le poids de son frère, des gens de l'Église, de tous ceux qu'elle ne pouvait pas abandonner. Son corps était vide depuis longtemps. Le passage à tabac de Maxwell n'était que la goutte finale qui l'avait fait déborder. La 3e nuit après l'enlèvement,
Isabelle était dans la cuisine, préparant le dîner pour les hommes d'Alexander. Elle coupait des légumes, mais le couteau dans sa main tremblait de façon incontrôlable. Le monde a commencé à tourner. Les lumières se sont brouillées. Le bruit s'est dissous en un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Elle a essayé de s'agripper au bord du comptoir, mais ses jambes ne la tenaient plus. Elle est tombée. Le couteau a frappé le sol avec un son métallique froid. Son corps s'est effondré comme une marionnette dont les ficelles sont coupées. Sa tête a heurté le carrelage, mais elle n'a ressenti aucune douleur. Elle n'a rien ressenti du tout. L'obscurité s'est engouffrée et l'a engloutie entière. Dot fut la première à la voir. Elle cria, son cri résonnant dans le manoir. Quelqu'un appelle un médecin. Quelqu'un est tombé. Vite. Alexander était dans son bureau quand il entendit le cri. Il ne savait pas pourquoi il courut. Il ne courut jamais pour personne. Mais ses jambes bougèrent d'elles-mêmes, le portant le long du couloir, des escaliers, dans la cuisine, et il la vit. Isabelle gisait sur le sol, immobile. Son visage était pâle comme du papier. Ses lèvres étaient grises. Ses yeux étaient fermés. Le maquillage avait coulé, révélant des contusions sur ses joues, son front, son cou. Alexander tomba à genoux à côté d'elle. Et pour la première fois en 37 ans, il sentit la peur. Non pas la peur des ennemis, non pas la peur de la mort, mais la peur de la perdre. Il la souleva et faillit la laisser tomber sous le choc. Elle était trop légère, si légère que c'était incroyable. Il pouvait sentir chaque côte à travers ses vêtements fins, sentir à quel point son corps était fragile, comme s'il pouvait s'effriter dans ses bras. Comment avait-elle vécu comme ça pendant 3 ans? Qu'avait-elle enduré qu'il n'avait jamais vu? Appelez le médecin, ordonna-t-il, sa voix rauque. Mon médecin privé. Maintenant, il la porta dans le salon et la déposa sur le canapé. Dot courut pour appeler. Ces hommes restèrent figés, ne sachant que faire. Ils n'avaient jamais vu leur patron comme ça. Les yeux rouges, les mains tremblantes, sa voix dépouillée de sa froideur habituelle. Théo s'avança, regarda Isabelle, puis Alexander. Il vit les contusions sur son visage, les blessures qui ne venaient pas d'une chute. « Qui lui a fait ça? » demanda Théo. Alexander ne répondit pas. Il regardait Isabelle, regardant son visage pâle, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser faiblement. Il ne savait pas qui l'avait battu, mais il le découvrirait. Et quand il le ferait, cette personne mourrait. Le médecin est arrivé 15 minutes plus tard. Il a examiné Isabelle et a secoué la tête, son expression grave. 2 côtes usées, légère hémorragie interne, malnutrition sévère, épuisement complet. Elle n'a pas mangé correctement depuis très longtemps. Son raclement de gorge-corps est au-delà de ses limites. Alexander resta immobile, absorbant chaque mot comme une sentence de mort. « Sauvez-la, dit-il, sa voix n'étant plus un ordre, mais presque une supplication. À tout prix. Je ferai tout ce que je peux, répondit le médecin. Mais monsieur, elle a besoin de repos. Elle a besoin de soins. Elle a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle, pas seulement de médicaments. Alexander regarda Isabelle. Elle gisait là, immobile, fragile comme un pétale fané. Elle avait tout donné à son frère, aux gens de l'Église, à des étrangers dont personne d'autre ne se souciait, et elle n'avait rien gardé pour elle. Elle s'était brûlée vive pour garder les autres au chaud jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à brûler. Et lui, Alexander Kensington, seigneur de la moitié de Chicago, l'homme qui contrôlait tout, ne l'avait pas vu du tout. Il s'assit à côté d'elle, fixant son visage cendré, et se demanda pour la première fois de sa vie, si elle mourait, que ferait-il? Et la réponse le fit frissonner parce qu'il ne savait pas. Il ne savait vraiment pas. Isabelle s'est réveillée après 2 jours de coma. La première chose qu'elle a ressentie fut la lumière. Non pas la faible lueur fluorescente de la petite pièce réservée au personnel, mais la lumière du soleil, chaude et généreuse, se déversant à travers des rideaux de soie blanche. Elle a cligné des yeux, essayant de se concentrer.
Le plafond était plus haut qu'elle ne se souvenait. Le lit était plus large qu'elle ne se souvenait. Les couvertures étaient plus douces qu'elle ne se souvenait. Ce n'était pas sa chambre. Isabelle a essayé de s'asseoir, mais la douleur de ses côtes a arraché un gémissement de sa gorge. Elle s'est de nouveau affaissée, respirant vite, une sueur froide perlant sur son front. Elle n'avait pas besoin de repos. Elle a tourné la tête et a vu Alexander assis dans le fauteuil à côté du lit. Il portait toujours le costume noir de la nuit où elle s'était effondrée. Maintenant froissé et usé, une barbe de 3 jours couvrait sa mâchoire. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. Il avait l'air d'être assis là depuis 2 jours sans partir. Le voir ainsi, ainsi, le patron mafieux le plus puissant de Chicago, l'homme qui faisait trembler tout le monde souterrain, veillant sur une femme de ménage, semblait irréel. Monsieur, la voix d'Isabelle était rauque après des jours de silence. Où suis-je? Mon salon, a répondu Alexander, sa voix basse et épuisée. Le médecin a dit que vous avez besoin de soins. Votre chambre est trop petite et ne reçoit pas assez de lumière. Isabelle ne savait pas quoi dire. Elle resta immobile, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle se souvenait de cette nuit-là. Maxwell, Laura et les enfants, les coups de poignets de pied, la note dans la ruelle. 3 jours. Maxwell avait donné 3 jours à Alexander et elle était inconsciente pendant 2 d'entre eux. « Qui vous a fait ça? » demanda Alexander, coupant court à ses pensées. Son ton était calme, mais quelque chose brûlait en dessous, quelque chose de dangereux. Isabelle resta silencieuse. Elle ne voulait pas parler. Non pas parce qu'elle voulait protéger Maxwell, mais parce qu'elle savait que si elle le faisait, Alexander le tuerait, et Laura et les enfants seraient morts avant qu'il ne les atteigne. Je sais que c'était Maxwell, continua Alexander comme s'il lisait dans ses pensées. Mes gens ont enquêté. Il a kidnappé 3 personnes de votre église, une femme et 2 enfants. Il veut les utiliser pour me faire pression. Isabelle ferma les yeux. Alors il savait. Je le tuerai, dit Alexander, sa voix froide comme la glace. Je trouverai où il les cache, les ferai sortir et le déchirerai morceau par morceau. Isabelle a ouvert les yeux et l'a regardé. Elle a vu la colère dans son regard. Une vraie colère, pas la fureur calculée qu'il utilisait en affaires. Il était en colère pour elle, pour les gens qu'elle protégeait. Cela lui a donné envie de sourire, et cela lui a donné envie de pleurer. Tuer plus de gens ne changera rien, a-t-elle dit, faible mais claire. Alexander fronça les sourcils. Vous me dites de laisser l'homme qui vous a battu presque à mort en liberté? Non. Isabelle secoua légèrement la tête. Je dis que même si vous tuez Maxwell ou une centaine d'hommes comme lui, ce monde ne changera pas. Il y aura toujours des hommes comme lui. Il y aura toujours des gens comme moi qui seront écrasés parce que c'est le monde que des gens comme vous ont créé. Alexander n'a rien dit. Il l'a juste regardé. Isabelle a pris une lente inspiration, la douleur s'enflammant dans ses côtes, mais elle a continué. Savez-vous ce qui m'épuise vraiment, Monsieur Kensington? Pas le travail, pas les nuits sans sommeil, pas manger trop peu ou me reposer trop peu. Elle l'a regardé droit dans les yeux, des yeux fatigués, pourtant éclairés par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce qui m'épuise, c'est de voir de bonnes personnes écrasées chaque jour et de savoir que je ne peux pas toutes les sauver. Voir des enfants orphelins parce que leurs pères ont été tués. Voir des femmes jetées à la rue parce que leur mari en savait trop. Voir des hommes perdre bras et jambes pour une seule erreur. Sa voix tremblait légèrement, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait déjà trop pleuré. Il ne restait plus de larmes. « Vous ne m'avez pas tué avec une arme, Kensington, » a-t-elle dit, chaque mot gravé comme dans la pierre. « Vous m'avez tué en faisant de ce monde un endroit où la décence n'a pas de place pour exister. Vous écrasez tout et tout le monde. Puis vous vous demandez pourquoi il n'y a plus rien autour de vous que des ténèbres. » La pièce est tombée silencieuse. Alexander s'est levé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas discuté. Il n'a pas expliqué. Il est resté là un instant,
la regardant, puis s'est tourné vers la porte. Mais Isabelle a vu ses épaules trembler. Pour la première fois, elle a vu Alexander Kensington trembler. Non pas de peur, non pas de rage, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il pourrait même ne pas savoir nommer. Il a quitté la pièce et a fermé la porte derrière lui. Et Isabelle est restée seule dans le luxe inconnu de la pièce. Elle ne savait pas si ces mots changeraient quoi que ce soit. Elle savait seulement qu'ils étaient vrais. Et parfois, la vérité est la seule chose qu'il lui reste à donner. Alexander quitta la pièce et se dirigea directement vers son bureau. Il ferma la porte, resta debout dans l'obscurité et laissa les mots d'Isabelle résonner dans son esprit. Vous m'avez tué en faisant de ce monde un endroit où les gens décents ne peuvent exister. Il avait entendu d'innombrables malédictions dans sa vie, d'innombrables supplications, d'innombrables cris de désespoir, mais rien n'avait jamais coupé aussi profondément que cette phrase. Parce que c'était vrai. Il savait que c'était vrai. Il avait construit un monde où les bonnes personnes ne pouvaient pas survivre. Un monde où la gentillesse était une faiblesse. Un monde où des gens comme Isabelle devaient travailler 16 heures par jour, avoir faim, se passer juste pour sauver les fragments qu'il avait laissés derrière. Il décrocha le téléphone et appela Théo. Rassembler tout le monde. 15 minutes plus tard, la plus grande salle de conférence du manoir était bondée. Ses lieutenants les plus âgés, des hommes qu'il avait suivis pendant 10 ans, 20 ans, étaient assis autour de la longue table, attendant. Ils savaient que quelque chose de grave se passait. Ils ne savaient juste pas quoi. Alexander entra, se tint à la tête de la table et parla d'une voix froide comme l'acier. « Trouvez Maxwell Harrington. Trouvez où il retient les otages. Une femme nommée Laura Donovan et 2 enfants, Emma et Ryan. Faites-les sortir en premier. Après cela, amenez-moi Maxwell vivant. » Les hommes hochèrent la tête. Personne n'osa demander pourquoi. L'obéissance était une seconde nature pour eux. Mais Alexander n'avait pas fini. Il y a une autre chose, il sortit une feuille de papier et la posa sur la table. C'est une liste. Les gens de l'église Sainte-Marie sur la 63e rue, anciens exécuteurs déchus, familles des morts, veuves, orphelins. Désormais, personne ne les touche. Quiconque le fera me répondra. La pièce devint silencieuse. Les hommes échangèrent des regards confus. Alexander Kensington, un homme qui ne s'était jamais soucié de choses insignifiantes comme la compassion ou la miséricorde, protégeait un groupe de personnes sans abri. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» demanda l'un des lieutenants avec prudence. « Pourquoi devrions-nous protéger des gens comme ça? Ce ne sont que des ordures. » Alexander le regarda droit dans les yeux. Son regard était si froid que l'homme baissa la tête. « Parce que je l'ai ordonné, » dit Alexander. « C'est la seule raison dont vous avez besoin. Personne ne parla plus. » La réunion se termina. Les hommes partirent pour exécuter leurs ordres. Seul Théo resta. Il se tenait à côté d'Alexander, étudiant son employeur avec une expression qu'Alexander ne pouvait lire. « Avez-vous changé ?» demanda Théo brusquement. Alexander ne se retourna pas. Il regarda par la fenêtre la ville qu'il contrôlait à moitié et répondit doucement. « Non, je suis toujours un monstre. » Il fit une pause, prit une profonde inspiration. Mais il y a des choses que même les monstres ne devraient pas se toucher. Il y a des gens dont même l'obscurité devrait se tenir à l'écart. Il se tourna vers Théo. Elle m'a montré cela et je lui dois. Pas des excuses parce que les excuses sont trop bon marché, mais des actions. Protéger ce qu'elle protège, ne plus détruire. Théo resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Je comprends. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Monsieur. Oui, c'est quelqu'un de spécial, dit Théo. Ne la perdez pas. Alexander ne répondit pas. Il resta là, fixant la fenêtre, se demandant s'il méritait de garder quelqu'un comme Isabelle à ses côtés. La réponse était non. Il le savait, mais il essaierait. Pour la première fois en 37 ans, Alexander Kensington décida d'essayer de devenir autre chose qu'un monstre. 3 jours plus tard, quand Isabelle fut assez forte pour s'asseoir,
Alexander fit quelque chose que personne n'attendait. Il est allé à l'église Sainte-Marie seul. Pas de garde du corps, pas d'armes, juste lui et la voiture noire au ralenti tranquillement au bord de la ruelle sombre familière. Cette nuit-là, il ne pleuvait pas, mais l'air était toujours humide et lourd. Alexander sortit de la voiture et leva les yeux vers la vieille église, son clocher tordu légèrement penché, ses vitraux fissurés et brisés. La dernière fois qu'il était venu ici, il était devenu comme une ombre, se cachant dans l'obscurité, une main posée sur une âme. Cette fois-ci était différente. Il marcha droit vers la porte d'entrée, sans se cacher, sans éviter personne. Il frappa. 3 coups, une pause, 2 de plus, exactement comme Isabelle l'avait fait. La porte s'ouvrit. Le père Thomas Mitchell se tenait là, 58 ans. Son visage marqué par l'adversité, ses yeux vifs comme des lames. Il reconnut d'Alexander instantanément. Tout le monde, dans le monde souterrain de Chicago, connaissait ce visage. « Vous, » dit le père Thomas, sa voix froide comme la glace. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. »« Je sais, » répondit Alexander calmement. « Vous êtes celui qui a détruit cet endroit. » Le père Thomas continua, sa voix tremblant de colère. « Vous avez chassé des centaines de familles dans les rues. Combien de personnes de ma paroisse avez-vous tuées? Combien d'enfants sont orphelins à cause de vous? Combien de veuves ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes? Et maintenant vous vous tenez à la porte de Dieu comme si vous en aviez le droit. » Alexander ne discuta pas. Il resta là et écouta, laissant chaque mot le frapper comme un couteau. « Vous avez raison, dit-il après un long silence. Tout ce que vous avez dit est vrai. » Le père Thomas se figea. Il s'était préparé à l'arrogance, aux menaces, à la violence. Il ne s'était pas préparé à cela, à l'aveu. « Je ne suis pas venu ici pour être accueilli, » continua Alexander, sa voix basse et régulière. « Je ne suis pas venu pour demander pardon. Mes excuses seraient trop bon marché pour ce que j'ai fait. » Alors, raclement de gorge. « Pourquoi êtes-vous ici? » demanda le père Thomas, agrippant toujours la porte. « Pour payer une dette. » Alexander rencontra les yeux du prêtre. « Pas une dette envers Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Une dette envers les gens que j'ai blessés, envers les gens qu'Isabelle protège. » Le père Thomas l'étudia un long moment, comme s'il essayait de lire quelque chose de caché derrière les yeux d'Alexander. Puis il soupira et s'écarta. « Entrez, mais si vous faites du mal à quiconque ici, je jure devant Dieu, je vous tuerai moi-même, même si cela m'envoie directement en enfer. » Alexander hocha la tête et entra, puis descendit les escaliers menant au sous-sol. Au moment où il entra, la pièce tomba dans un silence de mort. Les gens cessèrent de manger, de parler, cessèrent presque de respirer. Ils le reconnurent. Bien sûr qu'ils le firent. Comment n'auraient-ils pas pu reconnaître l'homme qui avait détruit leur vie? Isabelle se tenait dans le coin, tendant un médicament à une femme âgée. Elle se tourna au bruit de pas et ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit Alexander au pied des escaliers. « Monsieur Kensington, » chuchota-t-elle, l'incrédulité inondant son visage. « Que faites-vous ici? » Alexander ne lui répondit pas. Il regarda autour de la pièce chaque visage. Des visages creusés par la faim, des visages usés par la souffrance, des visages qu'il avait aidé à transformer ainsi sans jamais le savoir. Puis il vit George Patterson. L'homme à une jambe était assis dans le coin, un bol de soupe à moitié mangé devant lui. Quand George réalisa qui venait d'entrer, il se leva ou essaya, sa béquille en bois tremblant violemment dans sa main. « Vous » rugit George, ses yeux brûlants de haine. « Vous osez venir ici? » Il tenta de se jeter sur Alexander, mais sa jambe manquante le déséquilibra. Isabelle se précipita et le rattrapa, le retenant. « Monsieur George, s'il vous plaît, dit-elle. S'il vous plaît, calmez-vous. »« Calmez-vous, hurla George. Il a pris ma jambe, il a pris ma vie, et vous me dites de me calmer. Je sais, dit Alexander doucement, sa voix portant à travers la pièce. Je sais ce que je vous ai pris. Il avança, pas à pas, jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques mètres de George.
Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Alexander Kensington s'agenouilla. Ses genoux touchèrent le sol en béton froid. La pièce entière haleta. Isabelle resta figée. Le père Thomas s'arrêta à mi-chemin des escaliers, incapable de croire ce qu'il voyait. Le chef mafieux le plus puissant de Chicago était agenouillé devant un homme sans abri avec une jambe. « J'ai pris votre jambe », dit Alexander d'une voix rauque. « Je ne peux pas la rendre. Rien ne peut la rendre. » Il leva les yeux vers George, ses yeux n'étaient plus froids. Il y avait autre chose maintenant. Pas exactement de la culpabilité, pas tout à fait de la repentance, mais de la reconnaissance, l'acceptation, raclement de gorge, qu'il avait eu tort. « Je ne suis pas venu demander pardon, continua-t-il. Je suis venu payer ma dette, non pas avec des mots, mais avec des actions. Désormais, personne dans mon organisation ne vous touchera, vous ou quiconque ici. Je veillerai à ce que vous ayez un logement, de la nourriture, des médicaments, non pas parce que je veux que vous me pardonniez, mais parce que c'est ce que je dois. » George le fixa, la haine brûlant toujours dans ses yeux. Mais quelque chose sous cela vacillait. Il ne parla pas, n'accepta pas, ne refusa pas. Il resta juste là, fixant l'homme qui avait détruit sa vie, maintenant agenouillé à ses pieds. Alexander se leva et regarda autour de la pièce une dernière fois. « Je sais que vous me haïssez, dit-il à tout le monde. Vous en avez tout le droit. Je ne vous demande pas d'arrêter de me haïr. Je vous demande seulement de me donner une chance de prouver que je peux faire les choses différemment. » Personne ne parla. Le silence était suffocant. Alexander se tourna et marcha vers les escaliers. En passant devant Isabelle, il s'arrêta une seconde, la regarda et parla si doucement que seule elle put l'entendre. « Merci de m'avoir montré qu'il y avait une autre voie. » Puis il monta les escaliers et disparut dans la nuit, laissant derrière lui une pièce pleine de gens qui ne savaient quoi penser. Et une Isabelle debout là, les larmes aux yeux, ne comprenant pas pourquoi elles étaient là. Dans les jours qui ont suivi, Alexander a commencé à démanteler ce qu'il avait construit au cours des 20 dernières années. Pas tout. Il était toujours le patron. Il contrôlait toujours la moitié du monde souterrain de Chicago, mais il a commencé à couper les parties qu'il savait avoir causé les plus grandes souffrances. Son premier ordre fut de fermer le casino du Southside. Il avait autrefois été l'une de ses plus grandes sources de revenus. Chaque nuit, des centaines de personnes y affluaient, jouaient, perdaient de l'argent et s'endettaient. Et quand ils ne pouvaient pas payer, ces hommes venaient avec des couteaux, des marteaux, avec des méthodes auxquelles personne ne voulait penser. Samuel Monroe en avait fait partie. « Fermez-le », dit Alexander à Theo. « Immédiatement, renvoie tout le monde, brûlez les registres de dettes. Quiconque doit encore de l'argent à ce casino, effacez tout. Monsieur, le casino du Southside rapporte près de 2 millions de dollars par mois. » Un exécuteur senior protesta. « Le fermer aura un impact sérieux sur nos revenus. »« Ai-je demandé votre avis ?» dit Alexander, les yeux fixés sur lui. L'homme baissa la tête et ne dit rien de plus. Le deuxième ordre fut d'arrêter toutes les expulsions dans le Southside. Les familles forcées de quitter leur maison pour faire place à son nouveau développement furent autorisées à rester. Les dettes de loyer impayées furent annulées. Les appartements vides furent ouverts aux sans-abri. « Avez-vous perdu la tête ?» cria un autre exécuteur pendant la réunion. « Nous avons investi des millions dans le projet New Harbor. Si nous ne pouvons pas chasser ces gens, le projet est mort. »« Alors laissez-le mourir, » répondit Alexander froidement. La pièce tomba dans ce silence. Personne ne pouvait croire ce qu'ils entendaient. Alexander Kensington, l'homme qui n'avait jamais hésité à utiliser tous les moyens nécessaires pour étendre son empire, était prêt à abandonner un projet de plusieurs millions de dollars pour un groupe de personnes sans abri. Le troisième ordre fut la création d'un fonds de secours anonyme. L'argent serait transféré à l'église Sainte-Marie chaque mois pour soutenir les personnes qu'Isabelle protégeait. Nourriture, médicaments, vêtements, logements, tout ce dont ils avaient besoin. Personne ne devait savoir d'où venait l'argent. Pour eux,
ce serait simplement un bienfaiteur anonyme. Alexander n'avait pas besoin de leur gratitude. Il ne faisait pas cela pour être remercié. Mais tout le monde n'acceptait pas le changement. Pendant cette réunion, 3 exécuteurs seniors se sont levés et ont regardé Alexander avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu chez lui auparavant. Non pas la peur, non pas le respect, mais le défi. Vous détruisez tout ce que nous avons construit, dit l'un d'eux froidement. Pour une domestique, pour un groupe de personnes sans valeur, vous avez perdu la tête. Alexander ne s'est pas mis en colère. Il a simplement regardé l'homme avec des yeux vides. Vous avez 2 choix, a-t-il dit lentement. Acceptez-le et restez ou partez. Je ne garde personne qui ne veut pas être ici. Les 3 hommes ont échangé des regards, puis se sont levés. Nous partons, a dit l'un d'eux, et vous le regretterez. Sans nous, votre empire s'effondrera. Maxwell Harrington vous avalera tout entier. Et quand cela arrivera, ne vous attendez pas à ce que nous revenions. Ils sont sortis et ont claqué la porte derrière eux. La pièce est tombée silencieuse. Les exécuteurs restants ont regardé Alexander, attendant sa réaction. Il n'a pas réagi. Il a regardé par la fenêtre la ville qu'il contrôlait depuis 2 décennies et a parlé comme s'il se parlait à lui-même. J'ai bâti cet empire sur le sang et les larmes des autres. J'ai écrasé des centaines de familles pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, et je me suis demandé si tout cela en valait la peine. Il s'est tourné vers les hommes toujours assis. La réponse est non. Rien de tout cela n'en valait la peine. J'ai plus d'argent que je ne peux en dépenser. Un pouvoir que je n'utilise que pour faire peur aux gens. J'ai tout et je n'ai rien. Pas de famille, pas d'amis, personne qui se soucie vraiment de moi. Seulement des gens qui me craignent et des gens qui veulent ma mort. Il a pris une lente inspiration. Je ne sais pas si je peux devenir un homme bon. Peut-être que non. Peut-être qu'il est trop tard. Mais je peux choisir de ne pas empirer les choses. Je peux choisir d'arrêter. Je peux choisir de détruire ce qui ne devrait pas exister, même si je l'ai construit de toute ma vie. Personne n'a parlé. Ils sont juste restés là à écouter, et pour la première fois ont vu leur patron comme un homme, pas un monstre. La réunion s'est terminée. Les fidèles sont restés. Les dissidents sont partis. Alexander savait que certains d'entre eux couraient vers Maxwell, vendraient des informations, deviendraient des ennemis. Il s'en moquait. Il avait accepté que faire ce qui est juste avait un prix, et il était prêt à le payer. Parce que pour la première fois en 37 ans, il faisait quelque chose non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir, non pas par pur, mais parce qu'il le voulait, parce qu'il le choisissait. Parce qu'une femme fragile aux yeux profonds et fatiguée lui avait montré que la vie pouvait signifier autre chose que d'écraser les autres. Malgré sa douleur persistante et les ordres du médecin de se reposer, Isabelle était discrètement retournée à Sainte-Marie quelques jours plus tard, incapable de rester loin des personnes qui dépendaient d'elle pour leur survie. Maxwell Harrington n'a pas attendu plus longtemps. Lorsque les exécuteurs traîtres d'Alexander ont fait défection de son côté, apportant des nouvelles de l'affaiblissement de l'Empire Kensington, il a su que le moment était venu. Cette nuit-là, Maxwell a mené 30 hommes armés à l'église Sainte-Marie. Il ne voulait plus utiliser d'otages comme levier. Il voulait envoyer un message. Il voulait que tout le monde souterrain voie qu'Alexander Kensington était devenu mou et que quiconque osait se tenir à ses côtés mourrait. Laura et les 2 enfants étaient toujours détenus dans l'entrepôt de Maxwell, mais ils ne s'en souciaient plus. Ils n'étaient que des appâts. Le véritable objectif était de détruire tout ce qu'Alexander essayait de protéger. L'Église, les gens à l'intérieur, et si la chance lui souriait, Isabelle aussi. Ce que Maxwell ne savait pas, c'est qu'Alexander le surveillait depuis des jours. Lorsque le convoi de Maxwell a quitté le district Est, Theo a immédiatement appelé Alexander. Il se dirige vers l'église, 30 hommes, armes lourdes. Alexander n'a pas hésité. Il a rassemblé ses exécuteurs les plus fidèles, 20 hommes, et a conduit vers le South Side plus vite que jamais. Il n'allait pas défendre un territoire.
Il allait protéger les gens qu'Isabelle aimait. Au moment où Alexander est arrivé, des coups de feu résonnaient déjà. Maxwell avait commencé l'assaut. Les portes de l'église ont été soufflées. Des cris se sont échappés de l'intérieur. Des enfants pleuraient, des vitres se brisaient, des coups de feu claquaient encore et encore. Alexander a sauté de la voiture, a sorti son arme et a chargé. Il n'a pas pensé à lui-même. Il n'a pas pensé à mourir. Il n'a pensé qu'à Isabelle à l'intérieur, à George, aux enfants orphelins, à tous ceux qu'il avait promis de protéger. Le combat fut court et brutal, 20 contre 30 dans l'espace exigu de la vieille église. Des balles ont déchiré les bancs en bois pourri. Du sang s'est répandu sur le froid sol en pierre. Les cris des blessés résonnaient sous le haut plafond voûté. Alexander a combattu comme un vrai monstre. Il ne s'est pas mis à couvert. Il n'a pas reculé. Il a avancé, abattant les hommes un par un, enjambant leur corps, cherchant Maxwell. Il l'a trouvé au sous-sol. Maxwell se tenait là, son arme pointée sur Isabelle. Elle protégeait plusieurs enfants avec son corps, la peur dans les yeux, pourtant elle refusait de reculer. Kensington. Maxwell a ri quand il a vu Alexander. « Vous êtes enfin apparu. Je savais quelle était votre faiblesse. » « Lâchez l'arme, dit Alexander, sa voix froide comme la glace. Maxwell a ri plus fort. « Vous pensez pouvoir me donner des ordres. Vous êtes fini, Kensington. Vous êtes devenu faible. Vous avez oublié qui vous êtes et je vais vous le rappeler. » Il a balancé l'arme vers Isabelle, son doigt se serrant sur la gâchette. Alexander n'a pas eu le temps de réfléchir. Il s'est élancé, se jetant sur la ligne de tir. La balle a transpercé sa poitrine. La douleur a explosé si intensément qu'il a failli s'effondrer. Mais il n'est pas tombé. Il a levé son arme et a tiré. Un coup droit à travers le front de Maxwell. Le patron de l'Est de Chicago s'est effondré, les yeux toujours ouverts, sans jamais comprendre ce qui s'était passé. Alexander était resté là 1 seconde, 2 secondes, puis ses jambes l'ont lâché. Le sang a coulé de la blessure à sa poitrine, tachant le béton de rouge. Il a entendu Isabelle crier. Alexander, elle a couru vers lui, le rattrapant dans ses bras. « Ne meurs pas !» sanglota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir. » Alexander a levé les yeux vers son visage, déjà flou alors qu'il perdait trop de sang. Il voulait dire quelque chose. Il voulait dire qu'il ne le regrettait pas. Il voulait dire que pour la première fois de sa vie, il avait fait ce qu'il fallait. Il voulait dire qu'elle l'avait changé, mais il raclement de gorge ne pouvait pas parler. L'obscurité s'est engouffrée, l'avalant tout entier. La dernière chose qu'il a entendue fut Isabelle l'appelant par son nom, et la dernière chose qu'il a sentie fut ses bras le serrant fort, comme si elle refusait de le lâcher, même si cela signifiait le suivre en enfer. Alexander a survécu. La balle qui a transpercé sa poitrine a manqué son cœur de quelques centimètres seulement. Le médecin a dit que c'était un miracle. Il est resté en soins intensifs pendant 1 semaine entière, suspendu entre la vie et la mort. Isabelle n'est pas partie. Elle est restée à son chevet tous les jours, changeant ses bandages, vérifiant sa blessure, s'assurant qu'il était soigné correctement. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Peut-être parce qu'il l'avait sauvée. Peut-être parce qu'il s'était interposé entre elle et la balle sans hésitation. Peut-être parce qu'elle avait vu en lui quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à trouver. 1 mois après la bataille, Alexander pouvait de nouveau marcher, bien que raclement de gorge, il fut encore faible. La blessure à sa poitrine lui faisait encore mal chaque fois qu'il prenait une profonde inspiration, mais il ne se plaignait pas. Il était habitué à la douleur. Ce à quoi il n'était pas habitué, c'était le sentiment qui le submergeait quand il voyait Isabelle sourire. Elle souriait davantage ces jours-ci. Pas un sourire radieux, mais un vrai. Laura et les 2 enfants avaient été secourus peu après la mort de Maxwell. Ils étaient en sécurité. L'église était en cours de réparation. Les gens qu'Isabelle protégeait avaient maintenant un abri stable, de la nourriture et des médicaments. Les choses allaient mieux.
Mais le vrai miracle est arrivé un après-midi de mars quand Isabelle a reçu un appel de l'établissement de soins infirmiers. Elle a failli laisser tomber le téléphone quand elle a entendu la nouvelle. Samuel montrait des signes de réveil. Elle a couru à l'établissement, le cœur battant, osant à peine y croire. 7 ans, son frère était resté immobile comme un cadavre. 7 ans, elle l'avait visité, lui avait tenu la main, lui avait parlé même si elle croyait qu'il ne pouvait pas l'entendre. 7 ans, elle avait prié même après avoir cessé de croire en Dieu. Les médecins ont appelé cela un miracle médical, un réveil presque impossible qui défiait 7 ans de silence, probablement déclenché par les spécialistes d'élite et les traitements avancés qu'Alexander avait secrètement fournis. Quand Isabelle entra dans la pièce, elle vit Samuel allongé là, les yeux légèrement ouverts, raclement de gorge, des yeux qu'elle n'avait pas vus depuis 7 ans, des yeux qui avaient autrefois étincelé quand il était un garçon de 17 ans, avec tout son avenir devant lui. « Samuel » chuchota Isabelle, ses jambes tremblant si fort qu'elle faillit tomber. « C'est moi. » Samuel a lentement tourné la tête vers elle. Ses lèvres sèches et gercées tremblaient, luttant à travers des années d'atrophie pour capter un souffle fantomatique d'un mot. Sœurette, juste un mot. Rauque, faible. Mais c'était la voix de son frère, la voix qu'elle pensait ne plus jamais entendre. Isabelle ne put plus se retenir. Elle se précipita vers le lit, l'enlaça et pleura. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. Elle pleura pour 7 ans d'attente. Elle pleura pour ses parents perdus. Elle pleura pour toutes les nuits où elle avait cru ne plus pouvoir continuer. « Tu es réveillé, » sanglota-t-elle. « Tu es réveillé. Je suis là. Je suis toujours là. » Samuel ne pouvait pas beaucoup parler. Son corps était encore fragile. Les médecins ont dit qu'il aurait besoin de mois de rééducation, peut-être 1 an. Les médecins ont confirmé qu'il ne marcherait plus jamais. Mais il était réveillé. Il était vivant. Il était là. Et pour Isabelle, c'était tout. Alexander se tenait à l'extérieur de la chambre d'hôpital, observant par la petite fenêtre vitrée. Il a vu Isabelle tenir son frère. Il a vu ses épaules trembler alors qu'elle pleurait. Il a vu le sourire mêlé de larmes sur son visage. Il n'est pas entré. C'était son moment, le moment de sa famille. Il n'avait aucun droit d'intervenir. Il s'est tourné pour partir, mais Isabelle a appelé. Alexander, il s'est arrêté et s'est retourné. Isabelle se tenait à l'entrée, les yeux rouges, les joues mouillées de larmes, mais elle souriait, le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. « Merci » a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Pour tout, pour Samuel, pour l'Église, pour ne pas m'avoir tué cette nuit-là, pour avoir changé. » Alexander ne savait pas quoi dire. Il a seulement fait un petit signe de tête et s'est détourné. Mais après quelques pas, il s'est arrêté sans regarder en arrière. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » a-t-il dit doucement. « Je paye juste une dette. » Puis il a disparu dans le couloir, laissant Isabelle debout là, avec un sourire toujours sur ses lèvres. Et pour la première fois en 8 ans, elle a eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau, comme si le poids sur ses épaules s'était enfin un peu levé, comme s'il pouvait y avoir de l'espoir au bout du tunnel sombre. Après tout, 6 mois plus tard, l'église Sainte-Marie n'était plus un refuge temporaire caché dans l'ombre. Elle était devenue un véritable centre communautaire, avec un nouveau toit en tuiles, des vitraux restaurés et un sous-sol rénové transformé en une salle à manger propre avec de solides tables en bois. Chaque jour, des dizaines de personnes venaient ici non seulement pour manger, mais pour acquérir des compétences, trouver du travail, recommencer leur vie. George Patterson était maintenant en charge du programme de formation professionnelle pour les anciens détenus. Il se tenait sur ses béquilles, mais sa voix était forte et pleine de vie, alors qu'il racontait aux nouveaux venus comment il avait survécu et avancé. Laura Donovan travaillait dans la cuisine. Cuisinant pour des gens qui avaient autrefois vécu des vies comme la sienne.
Emma et Ryan couraient sur l'aire de jeu nouvellement construite, leur rire résonnant dans l'espace. Le père Thomas se tenait toujours à la porte chaque matin, saluant tout le monde avec un sourire chaleureux. Il ne regardait plus Alexander avec haine, non pas parce qu'il lui avait pardonné, certaines choses ne pouvaient être pardonnées, mais il avait accepté que les gens pouvaient changer et que les actions comptaient plus que les mots. Alexander était toujours le patron de la moitié du monde souterrain de Chicago. Il n'est pas devenu un saint. Il était toujours froid en affaires, prenait toujours des décisions impitoyables quand nécessaire, toujours quelqu'un que beaucoup craignaient. Mais il y avait des choses qu'il ne faisait plus. Il ne forçait pas les familles à quitter leur maison pour construire des casinos. Il ne faisait pas de prêts usuraires contre les pauvres. Il ne tuait pas les gens simplement parce qu'ils en savaient trop. Son empire avait diminué, mais ce qui restait était plus propre. Si quelque chose dans le monde souterrain pouvait jamais être appelé propre, Samuel était maintenant capable de s'asseoir et de parler, bien qu'il ne puisse toujours pas marcher. Isabelle lui rendait visite tous les jours, lui racontant sa vie, l'Église, les gens qu'elle aidait. Elle ne parlait pas d'Alexander. Certaines choses étaient trop compliquées à expliquer. Mais un jour, Samuel a demandé « Qui paye pour mes soins, sœurette ?» Isabelle est restée silencieuse un instant, puis a répondu « Quelqu'un qui essaye de réparer ses erreurs. » Samuel l'a regardé, quelque chose de brillant scintillant dans ses yeux. « Comme vous l'avez fait pendant les 7 dernières années. » Isabelle a souri. « Peut-être bien. » Ce soir-là, Isabelle se tenait sur le balcon du manoir Kensington, regardant la ville. Elle n'était plus une femme de chambre. Alexander lui avait offert le poste de directrice de centre communautaire avec un salaire qui lui permettait de vivre confortablement et de prendre soin de Samuel. Elle a accepté, non pas pour l'argent, mais parce qu'elle voulait continuer le travail qu'elle faisait depuis 3 ans. Seulement maintenant, elle n'avait plus à le faire seule dans l'obscurité. Alexander s'est avancé sur le balcon et s'est tenu à côté d'elle. La cicatrice sur sa poitrine lui faisait encore mal quand le temps devenait froid, mais il ne se plaignait jamais. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. Isabelle l'a regardé, puis de nouveau la ville. « Je pense à la nuit où vous m'avez suivi, la nuit où vous vous teniez dans le sous-sol de l'église, la main sur votre arme, prête à me tuer. » Alexander est resté silencieux. « Et je me demande ce qui a changé. Qu'est-ce qui vous a fait passer de quelqu'un qui était sur le point de me tuer à quelqu'un qui s'est interposé entre moi et une balle? » Alexander ne répondit pas tout de suite. Il regarda les lumières de la ville scintiller dans la nuit et parla lentement. « Vous m'avez montré qu'il y avait une autre façon de vivre, que le pouvoir n'a pas à venir avec la destruction, que même dans l'obscurité, il peut encore y avoir de la lumière. » Il se tourna vers elle. « Je suis toujours un monstre, Isabelle. Je ne sais pas si je peux jamais devenir un homme bon. Peut-être que non, mais vous m'avez appris que même les monstres peuvent choisir de ne pas tout dévorer. » Isabelle le regarda, ses yeux profonds reflétant quelque chose qu'il n'osait pas nommer. « Restez-vous » demanda-t-il, sa voix rauque. « Non pas comme une domestique, mais restez avec moi. » Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, l'homme qui avait tué son père, indirectement tué sa mère, et laissé son frère handicapé. Et elle vit aussi l'homme qui s'était agenouillé devant George, qui s'était interposé devant une balle pour elle, qui avait démoli une partie de son propre empire pour expier. « Je reste pour les gens qui ont besoin de moi, » dit-elle, « pour Samuel, pour l'Église, pour George et Laura et les enfants. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement, presque comme un souffle. « Et pour vous, parce que vous avez aussi besoin de moi, même si vous ne voulez pas l'admettre. » Alexander lui prit la main. La première fois qu'il avait tenu la main de quelqu'un, non pas pour menacer ou contrôler. « Je ne mérite pas cela, » dit-il. « Personne ne le fait jamais vraiment, » répondit Isabelle. « Mais nous essayons toujours. » Ils restèrent là en silence, regardant la ville en contrebas. 2 personnes de 2 mondes différents, liées par la douleur et la culpabilité, essayant de construire quelque chose de nouveau. Pas un amour de conte de fées, pas une fin parfaite,
Juste deux personnes apprenant à vivre ensemble dans un monde plein d'obscurité. Alexander Kensington avait passé 37 ans à bâtir un empire avec du sang et des larmes. Il n'est pas devenu un homme bon. Peut-être qu'il ne le serait jamais, mais il a appris quelque chose d'essentiel. Le vrai pouvoir n'est pas la capacité de détruire. C'est la capacité de choisir de ne pas détruire. Et à côté de lui se tenait une femme qui lui a appris cela en survivant à tout ce qu'il avait causé et en choisissant quand même de rester, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce qu'elle croyait que même l'obscurité pouvait apprendre à ne pas avaler la lumière. Cette histoire nous offre une profonde leçon sur la rédemption et la compassion. Que personne ne naît monstre et que personne ne perd complètement la capacité de changer. Que parfois la plus petite lumière peut faire fondre la plus grande obscurité. Que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qu'un être humain puisse posséder. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne. Aimez et partagez cette vidéo afin que nous puissions continuer à vous apporter des histoires significatives chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Isabelle dans votre vie? Quelqu'un qui a gardé sa gentillesse malgré tant de douleur? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un changer comme Alexander sortant de l'obscurité à la recherche de lumière? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment ravis d'entendre les histoires et les réflexions du plus profond de votre cœur. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, bonne santé, paix, joie et bonheur au quotidien. Au revoir et nous nous reverrons dans la prochaine